Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et mettez la cloche de notification. On fonce jusqu'à 1 million d'abonnés. Bonjour à tous, j'ai laissé faire mon fils pour l'introduction, il est fan de YouTube. Pour suivre ce cours, vous allez avoir besoin en premier lieu de télécharger ce fichier, le cours, disponible sur le NT. Je mets aussi dans les commentaires un lien pour le télécharger directement sur un drive. Pour être efficace, je vous conseille vivement d'imprimer ce fichier et de prendre des notes en même temps que vous suivez la vidéo en faisant des pauses vous-même. Ce cours qui s'appelle Stratégie de la synthèse organique va survoler rapidement ce qu'on mettra en œuvre lors de la synthèse d'un produit en chimie organique. La chimie organique étant la chimie qui s'occupe des produits basés principalement sur les éléments carbone et hydrogène. Dans ce chapitre, deux grandes parties. Une première, pas très complexe, sur les protocoles de synthèse organique, avec pas grand chose de nouveau par rapport à ce que vous connaissez déjà, et une deuxième partie nouvelle, un peu plus difficile à appréhender, dans laquelle nous verrons que les réactions chimiques vont pas toujours donner uniquement le produit qu'on désirerait, mais qu'elles peuvent donner d'autres produits, et qu'il faudra mettre en place des choses pour éviter ça. On attaque la première partie sur les protocoles en synthèse organique. Alors, première chose que vous devez savoir sur les synthèses organiques, on retrouve généralement trois étapes. La première étape, la plus classique, l'étape de transformation. On mélange les produits ensemble, ils réagissent et ils vont donner les produits qu'on veut fabriquer. Ensuite, on a besoin d'une étape qui s'appelle l'étape de traitement. Le produit qu'on obtient est rarement pur et il faut le séparer des autres espèces, le purifier. Les autres espèces qui peuvent rester sont soit des sous-produits, c'est-à-dire d'autres produits qu'on a fabriqués mais dont on ne veut pas, soit aussi des réactifs qui restent parce qu'ils n'ont pas réagi. C'est souvent le cas parce qu'on se met souvent en excès d'un réactif par rapport à l'autre. Ce qui va faire que le deuxième qui n'était pas en excès, il en reste et il faudra absolument l'éliminer. Vient ensuite la troisième étape, qu'on réalise toujours, l'identification. L'identification, il s'agit de vérifier que ce qu'on a synthétisé, c'est le bon produit, d'une part, et de vérifier également son degré de pureté, vérifier s'il est bien pur. Pour cela, les différents moyens, vous les connaissez déjà, on les a déjà vus. On a vu récemment la RMN, la spectroscopie infrarouge ou UV visible. Vous connaissez aussi la chromatographie sur couche mince. Et on verra également qu'on utilise souvent la température de fusion du produit en utilisant un bon confleur qu'on verra un peu plus tard dans le cours. Vous devez savoir ensuite calculer le rendement d'une synthèse. Alors, le rendement d'une synthèse, c'est le pourcentage de ce qu'on a obtenu par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre à avoir au maximum. On peut le définir de deux façons qui sont équivalentes, par rapport aux masses ou par rapport aux quantités de matière. Le rendement ici, dans le cours, j'ai noté R, je le définis comme la masse qu'on a obtenue du produit qu'on voulait fabriquer, divisé par la masse qu'on attendrait au maximum si on arrive à fabriquer tout ce qu'on pouvait fabriquer. La masse et le nombre de moles sont proportionnels. Alors, le rapport de proportionnalité entre les deux, c'est la masse molaire. Donc on peut également le définir avec les quantités de matière et définir le rendement comme le nombre de moles qu'on a obtenu, divisé par le nombre de moles
qu'on aurait attendu. Alors je peux vous faire le lien entre les deux ici, à partir de la formule de gauche. Je peux remplacer masse par nombre de moles fois masse molaire. Donc dans la formule de gauche, la masse obtenue, c'est également le nombre de moles obtenu fois la masse molaire. Donc la masse molaire de quoi? La masse molaire du produit qu'on a formé. Divisé par la masse attendue. La masse attendue, c'est le nombre de moles qu'on aurait attendu, multiplié par la masse molaire de l'espèce qu'on attendait, c'est-à-dire du produit. Donc la même masse molaire. Du coup, quand on les divise, la masse molaire se simplifie et on obtient la formule de droite, R égale N obtenu sur N attendu. Il y a dans les sujets, vous pouvez trouver deux autres façons de noter le rendement. Je vais écrire ici les autres notations possibles. On trouve la notation ρ ou également état. Alors vous voyez qu'ici, pour calculer le rendement, il va falloir calculer la quantité d'espèces qu'on a obtenues. Donc vous allez avoir des calculs de quantité de matière à faire, des tableaux d'avancement à utiliser. Du coup, je vais noter ça. Je vais noter ça ici. Ce que vous aurez classiquement dans les exercices, c'est qu'il faudra calculer les quantités de matière des réactifs. Alors, les quantités de réactifs qui sont introduits, vous avez différentes, ils vous seront présentés sous différentes façons. La façon la plus classique, si c'est un solide, vous aurez une masse. À partir de la masse, il faut calculer la quantité de matière. Alors, donc première chose, calculer les quantités de matière. Si c'est un solide, vous avez M. Donc le lien, c'est nombre de moles égale masse sur masse molaire. Si c'est une solution avec une concentration, le lien entre concentration et quantité de matière, c'est C égale N sur V. Donc vous utiliserez N égale C fois V. Autre possibilité, si le réactif introduit est un liquide, vous aurez le volume de liquide. Il faut calculer le nombre de moles à partir du volume d'un liquide. Le lien, c'est de commencer par utiliser la masse volumique, ρ. La masse volumique, c'est masse de l'espèce sur volume de l'espèce. Alors je vais faire attention ici aux indices que je mets dans mes calculs, parce que par exemple dans la concentration au-dessus, c'était concentration de l'espèce égale nombre de moles de l'espèce sur volume de la solution. Et ici, pour la formule du haut, nombre de moles égale masse sur masse molaire, c'était nombre de moles de l'espèce égale masse de l'espèce sur masse molaire de l'espèce. Donc je reviens à mon liquide. Si vous avez le volume grâce à la masse volumique, vous pouvez calculer la masse. Puis, à partir de la masse, vous pouvez calculer le nombre de moles. Le nombre de moles, c'est
comme dans la première formule, la masse sur la masse molaire. Alors faites attention à ça, on n'a pas été souvent dans ce cas-là, dans le cas du liquide jusqu'ici. Ce sera beaucoup plus souvent le cas dans le cas des synthèses organiques, donc il y aura plus souvent à utiliser ça. Dans les exercices, on peut vous donner la masse volumique ρ. On peut également vous donner à la place de la masse volumique, on peut vous donner aussi la densité. Alors la masse volumique, c'est une grandeur que vous aurez alors soit en kg par litre, en grammes par millilitre, ça dépend, vous adaptez aux unités. La densité, c'est une grandeur sans unité, et la densité d'une espèce, c'est la masse volumique de cette espèce divisée par la masse volumique de l'eau. Et la masse volumique de l'eau, il s'avère que c'est 1 kg par litre, 1 kg d'eau, ça prend un volume d'un litre, ou 1 g par millilitre. 1 millilitre d'eau pèse 1 gramme, et du coup la densité, c'est une grandeur qui est sans unité, et ça vous donnera la valeur de la masse volumique et la valeur de la densité, en rajoutant derrière l'unité soit kg par litre, soit gramme par millilitre. Donc ça c'est un truc important. Ensuite, quand vous avez calculé, donc ça ce sera important, calculer les n, et puis après, donc ça c'est les n des produits, les quantités de matière, pardon, pas des produits, excusez-moi, les quantités de matière des réactifs. Ensuite, pour calculer le quantité de matière du produit, donc le n obtenu que j'avais là, il faut utiliser le tableau d'avancement. Alors ça, si les coefficients stoichiométriques sont un peu compliqués, si les coefficients stoichiométriques sont simples, vous pouvez le faire sans tableau d'avancement et utiliser directement les coefficients stoichiométriques. Si on vous demande de calculer donc le rendement, la première façon de le calculer, la plus rapide, c'est avec les nombres de moles, puisque c'est ça qu'on va calculer en premier. Si vous voulez calculer le rendement à partir des masses, ici, eh bien, il faudra commencer par calculer les quantités de matière, et une fois que vous avez calculé les quantités de matière, vous pouvez obtenir la masse du produit, qui sera la quantité de matière fois la masse molaire pour le produit. Pour vous entraîner sur ça, je vous ai mis pas mal d'exercices. Il y a des activités du livre. Je vous ai mis à la fin dans les exercices quelles activités du livre il fallait faire. Elles seront assez longues à faire, donc il faudra que vous prévoyez le temps de les faire correctement. Et l'exercice 1 aussi, je demande ce genre de calcul. Je vais ensuite vous présenter quelques techniques mises en œuvre lors d'une synthèse organique. Alors, je vais commencer par présenter quelques paramètres expérimentaux auxquels il faut faire attention lors d'une synthèse, parce qu'ils vont jouer sur différents facteurs. Le premier paramètre à connaître, c'est la durée de la réaction.
Alors, si on a une réaction qui n'est pas rapide, donc il faut un certain temps pour qu'elle se fasse, il va falloir trouver un compromis entre une grande durée de réaction et... Alors, si j'augmente la durée de la réaction, je vais augmenter le rendement de ma synthèse, mais comme le temps, ça a un coût pour l'industrie, je ne peux pas rallonger le temps indéfiniment, et il va falloir que je trouve un compromis entre durée longue et meilleur rendement, et durée courte et coût plus bas. Deuxième paramètre, la température. Alors la température a principalement deux rôles. Le premier, ça va être de jouer sur l'état physique des composés. C'est par exemple bien plus facile de faire réagir des liquides que de faire réagir des solides. Donc elle permet de passer, de changer l'état des réactifs. Et elle va avoir un autre rôle, c'est aussi un facteur cinétique. Si vous augmentez la température, vous augmentez la vitesse de la réaction. Et si vous augmentez la vitesse de la réaction, pour une durée donnée de réaction, vous pouvez augmenter le rendement. Donc souvent dans l'industrie, pour accélérer les vitesses des réactions, on va chauffer. Alors c'est pareil, il y a toujours un compromis à trouver. Chauffer, il faut fournir de l'énergie, donc ça a un coût. Donc on va encore trouver un compromis entre chauffer pour aller plus vite et ne pas trop chauffer pour que le coût soit moins élevé. Et également, si on ne peut pas chauffer aussi fort qu'on voudrait, sous peine d'abîmer les produits chimiques. Donc il faut faire attention à ne pas avoir des températures trop élevées qui endommageraient les réactifs ou les produits. Troisième paramètre, troisième facteur, le solvant. Alors le solvant est important pour d'abord solubiliser les réactifs. Comme je disais tout à l'heure à propos de la température, c'est plus pratique de faire réagir des liquides que les solides, parce que la surface de contact entre deux solides, c'est quelque chose qui est assez faible. Et si on est obligé de travailler avec des solides, on travaillera avec des solides en poudre pour maximiser la surface de contact. Le solvant, il peut également servir de réactif. Donc je peux utiliser un des réactifs comme solvant pour les autres réactifs. Et on l'avait vu dans le chapitre sur la cinétique, le solvant peut également être un facteur cinétique. C'est-à-dire, suivant mon choix de solvant, je vais changer la cinétique de la réaction. Alors, première technique en chimie organique. On a dit que généralement on chauffait pour accélérer les réactions. Pour chauffer lors d'une réaction, on utilise le montage de chauffage à reflux. Alors on peut vous demander, vous pouvez avoir comme question, à quoi sert un chauffage à reflux. La réponse qu'on attend, c'est, vous disiez que c'est un montage qui permet de chauffer sans perte de matière. Donc le fonctionnement, ici vous avez le ballon avec les réactifs qui est posé sur un chauffe-ballon, lui-même toujours posé sur un support élévateur. Ça permet de facilement baisser le chauffe-ballon pour baisser le chauffage rapidement, parce que les chauffe-ballons c'est du chauffage électrique, donc ça, quand vous coupez le chauffage, il continue à chauffer pendant un certain temps. Donc si vous voulez rapidement diminuer la température, vous baissez le support. Si je prends mon ballon comme ça, si je laisse à l'air libre, quand je vais chauffer, je vais me récupérer toutes les vapeurs, c'est pas bon. Je ne peux pas boucher, parce que si je bouche, ce qui va se passer, c'est que la pression intérieure va augmenter et ça va exploser. Donc il faut empêcher les vapeurs de sortir
sans boucher. Pour ça, on utilise un réfrigérant que vous avez là. Donc il est branché à de l'eau pour refroidir sa paroi extérieure. L'intérieur est creux, les vapeurs vont monter dans le réfrigérant. Les parois du réfrigérant étant maintenues froides grâce à l'eau qui circule à l'extérieur, les vapeurs se condensent, se liquéfient et retombent sous forme liquide dans le ballon, dans le mélange réactionnel. Et donc je ne perds pas de matière. Quelque chose d'important, l'eau dans le réfrigérant. On branche toujours la partie basse du réfrigérant sur l'arrivée d'eau, jamais la partie haute. Si on branchait la partie haute, qu'est-ce qui se passerait? L'eau arriverait par là, elle coulerait comme ça, elle ressortirait par là directement, et le niveau de l'eau dépasserait pas ça, à moins de mettre un gros débit. Donc ce serait pas efficace du tout. Donc on fait toujours rentrer l'eau par le bas, le niveau de l'eau augmente et ça ressort par là. Alors on n'a jamais besoin de mettre un grand débit, on fait couler l'eau tout doucement. Il y a autre chose dont j'ai pas parlé, l'ampoule de coulée. Ici, c'est un système qui permet d'ajouter un réactif progressivement sans avoir besoin de tout démonter. Alors ça s'utilise quand on veut introduire des choses en cours de route ou doucement, par exemple s'il y a un réactif qui augmente la température du mélange pour éviter que ça ne chauffe trop. Deuxième technique, si on n'a pas besoin de monter haut en température, on peut se contenter d'un réfrigérant à air. Alors c'est exactement le principe que pour le chauffage à reflux, sauf qu'on va utiliser un réfrigérant, on va utiliser l'air comme réfrigérant plutôt que l'eau. Du coup, la capacité thermique de l'air étant bien plus faible que celle de l'eau, c'est un refroidissement beaucoup moins efficace. Donc c'est à utiliser uniquement si on ne chauffe pas trop. Son intérêt, c'est que c'est plus rapide à mettre en œuvre. On utilise un Erlenmeyer. Un réfrigérant à air, c'est un simple bouchon avec un tube en verre qui monte. Les vapeurs s'élèvent dans le tube. Elles sont refroidies par l'air ambiant, se liquéfient et retombent dans l'Erlenmeyer. Nous venons de voir quelques techniques utilisées lors de la phase de transformation. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la deuxième phase qui intervient lors d'une synthèse organique, la phase de traitement. Donc je vous rappelle, il s'agit d'isoler et de purifier le produit d'intérêt qu'on a fabriqué. Première technique, si on a des produits liquides, c'est l'ampoule à décanter. On va utiliser la différence de solubilité de l'espèce chimique qui nous intéresse entre deux solvants non miscibles. Donc on utilise une ampoule à décanter, on met tout notre mélange réactionnel dedans, on introduit un solvant dans lequel le produit qu'on veut fabriquer est très soluble. Ce produit se retrouvera dans ce solvant, dans cette phase, et devra être séparé du reste des espèces chimiques qui, elles, doivent rester dans le mélange réactionnel du départ.
Ensuite, on sépare les deux phases en ouvrant simplement le robinet, en mettant bécher en dessous et en s'arrêtant, en fermant le robinet juste à la séparation entre les deux. Une remarque, on peut diminuer la solubilité des espèces dans l'eau en alourdissant, ce qu'on appelle alourdir la phase aqueuse, c'est-à-dire rajouter du sel dedans. Si on ajoute des ions dans la phase aqueuse, on va diminuer la solubilité des autres espèces dedans. Donc généralement, le produit qui nous intéresse. Souvent, dans les protocoles, on trouvera la phrase suivante: ajouter tant de millilitres d'eau salée au mélange réactionnel, puis les introduire dans une ampoule à décanter. Donc utiliser de l'eau salée, ça va permettre de diminuer la solubilité de l'espèce qui nous intéresse dans l'eau. Donc quand vous avez ça qui est marqué, la quantité d'eau à rajouter, c'est pas la peine de la mesurer précisément. Ensuite, quand on a fait ça, on a récupéré notre phase organique qui nous intéresse avec le produit d'intérêt qui est dedans. Généralement, il reste quelques traces d'eau, quelques gouttes d'eau. On va utiliser pour enlever cette eau résiduelle du sulfate de magnésium anhydre. Il s'agit d'une poudre blanche qui, en présence d'eau, donne une pâte de sulfate de magnésium hydraté. Et cette pâte se filtre facilement ensuite. On ajoute le sulfate de magnésium anhydre jusqu'à ce que ce qu'on continue d'ajouter arrête de former la pâte et reste en suspension sous forme de poudre. Technique suivante, l'évaporation. Alors on va évaporer le solvant ou un autre constituant. Avoir deux techniques pour évaporer. La première, c'est la distillation, alors qu'on appelle aussi distillation fractionnée. Il s'agit de porter à ébullition notre mélange réactionnel en chauffant. Au-dessus, on a une colonne de distillation qui s'appelle aussi colonne Vigreux. Alors, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on avait dans le chauffage à reflux, où ici sur le ballon, on avait un réfrigérant. Ici, c'est quelque chose qui n'est pas réfrigéré. Donc, quand on va chauffer, les vapeurs vont s'élever dans la colonne, passer dans le réfrigérant, être refroidi par l'eau. Alors, même chose que lors du chauffage à reflux, dans quel que soit le réfrigérant, l'eau doit arriver par le point bas et ressortir par le point haut. Donc les vapeurs se liquéfient et tombent dans ce qu'on appelle le distillat. On récupérera en premier l'espèce la plus volatile. Et si on trace la température qu'on mesure au thermomètre ici en haut de la colonne Vigreux en fonction du temps, on aura quelque chose qui ressemblera à ça. La température commence par monter et quand l'espèce la plus volatile arrive au niveau du thermomètre, la température aura un palier à la température d'ébullition de l'espèce qui est en train de sortir. Quand toute l'espèce sera passée, la température recommencera à augmenter et on aura à nouveau un palier à la température d'ébullition de la nouvelle espèce qui est en train de passer. Alors soit s'il y avait un mélange, la deuxième espèce, ou si on avait une seule espèce dans un solvant, là ce sera la température d'ébullition du solvant. Donc le premier, température d'ébullition de l'espèce 1, ici température d'ébullition de l'espèce 2. Et
changer à cet endroit-là. Quand on voit que la température remonte, il n'y a plus de distillat, qui sort à ce moment-là, et il faut changer l'air laine. Si on veut récupérer l'espèce suivante ou arrêter, si ce qui nous intéressait c'était uniquement la première espèce. Alors cette technique de distillation s'appelle la distillation fractionnée. Elle est également utilisée dans l'industrie pétrolière, dans les raffineries. Ce que je vous ai mis ici pour séparer les différents constituants du pétrole, on appelle ça donc la distillation fractionnée. Alors ici, le pétrole brut va arriver en bas de la colonne de distillation, par ici, et s'échauffer. Les espèces les plus volatiles sont présentes dans le pétrole brut, sont celles qui vont monter le plus haut, donc ce sont des gaz, température d'ébullition moins de 30 degrés. Donc les gaz sortent en premier. En dessous, avec une température d'ébullition donc de 30 degrés, les essences légères. Ensuite, les essences plus lourdes, le kérosène, le gazole, et tout en bas, parce qu'à la température d'ébullition la plus élevée, les résidus, on s'en sert pour faire les bitumes, par exemple. Une autre technique d'évaporation utilisée dans les laboratoires de chimie, l'évaporation sous pression réduite, qu'on a dans tous les laboratoires de chimie, qu'on n'a pas au lycée, donc vous ne pourrez pas l'utiliser. Alors c'est un évaporateur rotatif. Le principe est de diminuer la pression pour diminuer les températures d'ébullition et évaporer plus rapidement. On a ici un bain-marie dans lequel on va pouvoir chauffer le mélange qu'on introduit dans le ballon qui est là. Ça tourne pour mélanger correctement. Ici, on a une vanne, on va brancher un système d'aspiration. Donc on va faire le vide là-dedans. Et ici, un réfrigérant refroidi par de l'eau. Les vapeurs vont être refroidies par le réfrigérant et tomber sous forme liquide dans le ballon de récupération. C'est un système très efficace qui permet de rapidement évaporer le solvant. Technique suivante, pour la filtration, filtrer avec un simple entonnoir et un papier filtre, ça peut être peu efficace et très long. Pour accélérer les choses, on utilise une filtration sur Büchner, où on va aspirer, faire le vide sous le filtre pour que ça passe plus vite. Pour faire le vide, on utilise ici ce qu'on appelle une trompe à eau. C'est un système qui utilise le principe de l'effet Venturi. En fait, l'eau dans le robinet s'écoule en accélérant à l'endroit où il y a le T. Ici, elle accélère parce qu'il y a un rétrécissement à cet endroit-là, et l'effet Venturi, c'est que quand un fluide accélère, ça crée une dépression. Donc une dépression, aspiration, par là. Si la pression de l'eau n'est pas assez élevée, ce qui est le cas au lycée, on peut utiliser à la place une pompe à vide. Donc au lycée, si on a le temps de faire un TP de synthèse organique, on utilisera juste un Büchner avec une pompe à vide. Autre partie, le Büchner, c'est cette partie-là.
C'est un entonnoir avec des trous et on place dessus un papier filtre. La partie du bas s'appelle la fiole à vide, c'est là qu'on fait le vide et c'est là qu'on récupère le solvant qu'on va éliminer. Et ensuite, il faut sécher le solide. Normalement, on le place à l'étuve à 80 degrés pendant quelques heures. Au lycée, pendant un TP, on n'a pas le temps de faire ça. Donc on ne passera pas à l'étuve. Donc ce qu'on fera pour sécher, c'est qu'on pressera le papier qu'on pressera le solide entre deux papiers filtres. Donc si on vous demande en TP Bac de faire une filtration Buchner, à la fin de la filtration, vous appuyez dessus avec un deuxième papier filtre pour le sécher au maximum. Ensuite, technique de purification, la recristallisation. Alors j'espère qu'on aura le temps cette année de faire un TP de synthèse organique et vous puissiez voir cette technique qui est assez sympa à mettre en œuvre. Alors, ça permet d'éliminer les impuretés dans un solide en jouant sur les différentes solubilités entre le solide qui nous intéresse et les impuretés en fonction de la température. Le principe de mode de fonctionnement, c'est que la solubilité d'une espèce va augmenter quand la température augmente. Donc quand je chauffe, je vais mieux solubiliser les choses. Je prends mon solide après l'avoir filtré sur Buchner, il y a des impuretés dedans, je vais le dissoudre dans le minimum de solvant en chauffant. Il faut vraiment mettre le minimum de solvant possible. Ensuite, on le refroidit. Alors ici, je vous ai mis en refroidi dans un mélange aux glaces. La bonne façon de faire, c'est de le refroidir doucement pour que les cristaux qui se forment soient jolis et ne piègent pas les impuretés. Le principe, c'est que c'est le solide qui nous intéresse qui va cristalliser, mais les impuretés, elles, il faut qu'elles restent en solution. Et ensuite, on filtre le tout sur Buchner. Donc, le principe de fonctionnement, c'est que le produit doit être soluble à chaud, mais insoluble à froid. C'est-à-dire quand on refroidit, il faut qu'il cristallise. Et les impuretés, elles, il faut qu'elles restent solubles tout le temps. Donc les impuretés, il faut qu'elles soient solubles à chaud et à froid aussi. Ce sera le cas parce que les impuretés sont en quantité quand même beaucoup plus faible que le solide qui nous intéresse. Je vous ai mis ici un lien vers une vidéo de présentation de la technique sur YouTube qui est pas mal. Je vais essayer de faire en sorte de faire un lien cliquable là, sur YouTube, sinon vous le tapez, qui présente la recristallisation comme elle doit être faite. Et puis, alors c'est pas exactement comme ça qu'on la fera. Nous, on fera une recristallisation du pauvre, où on mettra pas exactement le minimum de solvant, on vous dira d'en mettre en TP Bac, d'en mettre une certaine quantité qui est généralement un peu trop grande, et donc on fera pas une superbe recristallisation. Donc cette façon de faire, vous l'avez dans une deuxième vidéo. Vous verrez que c'est beaucoup moins précis. Autre technique de séparation, la chromatographie sur colonne. Alors vous connaissez la chromatographie sur couche mince avec les plaques de silice et les différentes espèces qui vont migrer à des hauteurs différentes. On pourrait séparer les choses comme ça en découpant après la plaque et en récupérant ce qui forme les taches. Pour le faire de façon efficace, on va utiliser de la silice qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a sur les plaques de chromatographie, mais on va la mettre dans une colonne, faire passer, déposer en haut de la colonne le mélange, faire passer de l'éliant, ça va descendre et les différentes espèces sont plus ou moins retenues
par la silice sont plus ou moins entraînés par l'éluant et vont descendre à des vitesses différentes, et il suffit ensuite en dessous de passer des béchères pour récupérer les phases, pour récupérer les constituants les uns après les autres. Pareil, je vous ai mis une vidéo de présentation de cette technique. Alors cette vidéo va beaucoup plus loin que ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est ce que je viens de vous dire. Mais vous avez, à partir de 8 minutes 20, vous voyez la technique qui est mise en œuvre, ça peut être intéressant. Et puis après, vous voyez l'utilisation d'un évaporateur rotatif. Donc tout ça, c'était les techniques pour la phase de traitement, séparation et purification du produit. Maintenant, les techniques d'analyse qu'on va mettre en œuvre pour vérifier que ce qu'on a obtenu, c'est bien ce qu'on voulait, et vérifier s'il est bien pur. La première, la plus simple, la plus rapide à mettre en œuvre, la chromatographie sur couche pince, que vous connaissez bien. Ensuite, la spectroscopie infrarouge et RMN qu'on a vu dans un chapitre précédent. Et dernière technique que vous ne connaissez pas encore, la mesure de la température de fusion. Alors la température de fusion, elle est caractéristique des espèces solides. Et en plus, ça permet aussi d'avoir une indication sur la pureté du produit, parce que s'il y a des impuretés, la température de fusion ne sera pas la même. Généralement, elle est plus basse. Et pour mesurer la température de fusion, on utilise ce qu'on appelle un banc aux fleurs. Alors, il vous est présenté, je vous ai mis une photo, et puis pour son utilisation, pareil, je vous ai mis une vidéo YouTube où on explique comment ça fonctionne, c'est plutôt pas trop mal expliqué. Dans les sujets de bac, alors vous voyez que on a couvert finalement pas mal de chapitres là-dedans, donc tout ça, ça peut faire l'objet d'un exercice de chimie où on vous propose un protocole de synthèse organique, où vous devez donc écrire la réaction, faire des calculs de quantité de matière, tableau d'avancement, calcul de rendement, expliquer l'utilisation ou le choix des différentes techniques qu'on a vues. Et donc ça peut faire un exercice assez conséquent, parce qu'il peut y avoir aussi dedans de la spectroscopie infrarouge et RMN dans l'analyse, et on peut vous demander d'avoir à choisir entre deux protocoles. Alors il faudra que vous choisissiez selon différents critères. Le premier critère que vous devez prendre en compte, la sécurité et la pollution. Prendre le protocole qui a les produits les moins polluants, les moins dangereux. Critère de coût. Généralement, c'est le premier critère dans l'industrie. Critère de rendement. Donc on va choisir celui qui a le meilleur rendement. Critère de durée, on va choisir plutôt celui qui va le plus vite. Et puis après, vous pourrez avoir à discuter. Deux personnes différentes pourront choisir deux critères différents pour sélectionner un protocole plutôt qu'un autre. Il n'y a pas de choix absolu. Si vous justifiez votre choix, ça sera compté bon. Si vous justifiez. Bien, on passe ensuite à la deuxième partie de ce cours, la sélectivité en chimie organique. Alors, le problème est le suivant, c'est que les molécules organiques, souvent, elles présentent plusieurs groupes caractéristiques différents, et ce qu'on va vouloir faire quand on va faire une transformation, c'est de transformer un seul de ces groupes sans toucher aux autres. Or, plusieurs des groupes sont susceptibles d'être transformés. Et l'enjeu, ça va être de réussir à en transformer qu'un seul. Alors, il y a deux stratégies possibles pour ça. La première, c'est de trouver directement un réactif qui ne va réagir qu'avec le groupe désiré, qui va ne transformer que ce qu'on veut transformer. Ça, on appelle ça un réactif chimiosélectif. Chimiosélectif, le terme est à connaître. Et pour reconnaître quelque chose de chimiosélectif, c'est quelque chose qui ne va transformer qu'une seule fonction.
Deuxième technique, utiliser des groupements protecteurs qui vont protéger les fonctions qu'on ne veut pas toucher, qu'on ne veut pas modifier. Alors je commence par vous parler des réactifs chimiosélectifs. Donc définition, un réactif qui transforme un groupe caractéristique sans modifier les autres. Alors plusieurs groupes caractéristiques, s'il y a plusieurs fois le même. Je vous montre un exemple avec l'oxydation par du permanganate de potassium. Alors, pour voir les choses correctement, je vous conseille d'imaginer vos molécules un peu comme des Lego. Et la première chose à voir, c'est la chaîne carbonée principale, que je vous ai mis ici en jaune. Et ensuite de voir que là-dessus, vous avez différents groupements qui sont attachés. Par exemple ici, un groupement carbonyle, un aldéhyde, et ici un groupement hydroxyle, famille des alcools, et de regarder d'un coup d'œil ce qui va être modifié après la réaction. Donc je vais vous montrer là. Je repère ma chaîne carbonée ici, qui était en jaune, et je vois que mes groupements ont changé. Mon groupement double liaison O a été modifié. Il est devenu ici un groupe carboxyle, d'un acide carboxylique. Donc lui, il a été modifié. Et le groupement OH, je le retrouve ici. Pareil, il a été modifié. Ça c'est devenu un groupement carbonyle de la famille des cétones. Donc KMNO4, il a modifié les deux groupements. Les deux ont été oxydés. Donc c'est un réactif non chimiosélectif. Il n'en a pas oxydé un seul. Il en a oxydé deux différents. Un exemple de réactif chimiosélectif, Ag+. Alors, je repère la chaîne carbonée que je retrouve ici. Ça, c'est la première chose à voir. Mes groupements, je vois que mon double liaison O a été modifié et que mon groupement OH, lui, je le retrouve ici, non modifié. Donc un seul des deux groupements a été modifié. Ag+, est un réactif chimiosélectif. Deuxième méthode pour avoir une réaction qui au final soit chimiosélective, c'est-à-dire ne modifier qu'un seul groupement, c'est d'utiliser des groupements protecteurs. Je donne un exemple dans le cas d'une oxydation pour obtenir le même résultat que dans l'exemple précédent sans utiliser un réactif chimiosélectif, c'est-à-dire qu'on va utiliser KMNO4 et on va obtenir le même résultat qu'avec Ag+. On va utiliser une réaction de protection qui est une réaction d'estérification. Alors, vous n'avez pas à connaître ce terme, à savoir reconnaître les réactions d'estérification, mais elles sont très souvent utilisées. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Vous pourrez en retrouver les mêmes réactions. Ce que vous avez à savoir faire là-dedans, c'est on vous donne les schémas comme ça et de voir ce qui se passe. Donc pour voir ce qui se passe, même chose que tout à l'heure, on commence par regarder globalement la molécule. Donc la chaîne carbonée, un premier groupe ici et un deuxième groupe ici. Et je vais retrouver les mêmes à côté. Après la réaction de protection, je retrouve mon double liaison O ici qui n'a pas été modifié. Je retrouve ma chaîne carbonée qui est là. Et je vois que la différence entre les deux, c'est ici ce groupement qui a été modifié. Parce que la réaction d'estérification
est une réaction qui ne va modifier que le groupement alcool. Une fois que j'ai fait ça, deuxième réaction avec le camélo 4, et vous voyez que si je regarde mon double liaison O, il a été modifié ici, ma chaîne carbonée, toujours celle-là, et que le groupement ici, ester, lui, il n'a pas été modifié. Parce que KMNO4, en fait, ne peut pas oxyder ce groupement ester. Donc, d'où son rôle de protection. Donc KMNO4 a oxydé le groupement rouge que je voulais oxyder. Et une fois que j'ai fait ça, il faut faire une réaction de déprotection, c'est-à-dire enlever ce que j'ai mis en vert là, pour retrouver mon OH du départ. La réaction de déprotection, c'est la réaction inverse de la réaction d'estérification. Donc je retrouve mon groupement vert, je retrouve mon groupement rouge là, qui lui n'est pas modifié par cette réaction de déprotection, et ma chaîne carbonée, toujours la même. Donc c'est quelque chose qui est... ce qu'on vous demandera de faire est assez simple si vous arrivez à voir les choses comme ça, avec un peu de recul, ne pas vous arrêter au fait qu'il y a des grosses molécules qui sont dessinées. Il faut essayer de voir les choses assez simplement comme un jeu de construction. Une remarque là, dans ces 3 réactions que j'ai faites, eh bien, chacune de ces réactions n'a modifié qu'un seul groupe, donc chacune de ces réactions était chimiosélective. Alors, vous aurez à savoir appliquer ça au cas de la synthèse peptidique. Alors, la synthèse peptidique, c'est une réaction qui est assez importante en chimie et dans le monde du vivant, parce que c'est la réaction de base à la formation des protéines. Les protéines sont formées d'acides alpha-aminés qui sont attachés entre eux. Un acide aminé, c'est un composé polyfonctionnel qui possède 2 groupements fonctionnels, un groupement amino NH2 qu'on a ici, et un groupement carboxyle COH qu'on a ici. Et dans un acide alpha-aminé, ils sont séparés d'un carbone, celui-là. Donc ça, c'est leur formule de base, un NH2, un carbone et un COH. Et après, sur le carbone du milieu, vous avez différents groupements qui peuvent être rattachés, et suivant ce groupement R, ce sont différents acides alpha-aminés, différents acides aminés. Les acides alpha-aminés sont liés entre eux par des liaisons peptidiques. Alors, quand il n'y a pas énormément d'acides aminés, moins de 50, on dit qu'on a un peptide. Entre 50 et 100 acides alpha-aminés accrochés entre eux, un polypeptide. Et quand on commence à en avoir beaucoup plus de 100, on obtient ce qu'on appelle une protéine. Donc c'est la réaction de base à la synthèse des protéines. C'est pour ça que c'est important. Et nous, ce qu'on veut obtenir, c'est, dans une synthèse peptidique, c'est la réaction suivante. J'ai un premier acide alpha-aminé, plus un deuxième acide alpha-aminé, et je vais les accrocher entre eux. Je vais obtenir un dipeptide. Alors, pour voir cette réaction correctement, il faut prendre le temps, il faut l'imaginer comme un jeu de construction, et voir quelles sont les parties qui s'accrochent ensemble. Je regarde mon premier acide alpha-aminé, je vais, avec son groupement R1,
et je vois que je le retrouve ici à droite. Je vois que j'ai le double liaison O là, qui est pareil, et même le NH2 aussi, j'en trouve que c'est le même. Je vais chercher le deuxième acide alpha-aminé, ici le R2 que je retrouve là. Et puis je vois que la suite ici là, ça c'est la même que celle que j'ai là. La différence entre les deux, je la retrouve au centre, à ce niveau-là, là, hop, que je retrouve là. Donc je vois que ça s'est accroché à ce niveau-là. Je vais regarder un peu plus en détail comment ça s'est passé. Dedans, je vois que j'ai un N. Alors, je vais mettre ça comme ça. Dedans, à droite, ici, je vois que c'est accroché avec un N. Ce N, c'est forcément celui-là. Il y a un NH, des chances que ce soit celui-là. Et je vois que ce NH, il est accroché ici sur le carbone qui est là. Et qu'est-ce qui me reste ensuite? Il me reste ici un OH et un H. Et bien ce OH et ce H, je les retrouve là dans le H2O. Pas besoin de voir les choses de façon plus précise que ça. Il faut juste que vous regardiez comment les briques ont été agencées. Il faut prendre le temps de regarder les choses comme ça. Hein, parce que la première fois que vous voyez la réaction, ça peut paraître un peu gros, un peu complexe. En prenant le temps de bien détailler les choses comme ça, c'est pas si compliqué. Alors, pour faire cette réaction, on voit que il y a deux groupements qui ne doivent pas réagir. Dans le premier acide alpha-aminé, ce qui ne doit pas réagir, c'est le NH2, qui était là, que j'ai retrouvé là. Donc lui, je veux pas qu'il ait réagi. Et le deuxième groupement qui ne doit pas réagir, c'est le groupement carboxyle qui est là, que j'avais ici au départ et que je retrouve ici à l'arrivée. Pour empêcher ces groupements de réagir, je vais utiliser des réactions de protection. Je vais commencer par protéger celui qui était en jaune, le NH2, et que je vais retrouver sous forme modifiée ici. Donc je l'ai modifié en accrochant un groupement de protection dessus. Le reste de la molécule qui est là, elle, je peux voir que elle n'a pas subi de modification. Je vais protéger mon deuxième groupement vert qui est ici. En accrochant dessus un autre groupement de protection. Donc ça fait ici à la place de l'hydrogène du OH. En fait, ce que je fais, c'est que je fais une estérification. Vous voyez qu'à gauche, je passe d'un groupement d'une famille acide carboxylique à droite à un ester, parce que dans le GP2, ça va commencer par un carbone. Donc c'est un groupe carboné. Donc je transforme mon acide carboxylique en ester, je fais une nouvelle fois une estérification. Le reste de la molécule, pareil, elle n'est pas modifiée. Tout ce que j'avais là, je le retrouve ici. Une fois que j'ai fait ça, mes groupements
ici en jaune et ici en vert, ils sont protégés, ils vont plus réagir, ils réagiront pas par la synthèse peptidique. Et maintenant, je vais pouvoir faire ma synthèse peptidique, c'est-à-dire accrocher les groupements que j'ai pas protégés. Ici, c'est ce groupement-là qui doit réagir avec celui-ci. Ils réagissent. Je vais retrouver ici la partie de mon premier acide qui n'a pas réagi. Ici, la partie de mon deuxième acide, celle-ci, je la retrouve ici. Donc dans le dessin, le double liaison O qui était en haut est passé en bas. Ça change absolument rien. J'avais entouré un petit peu trop loin, j'ai oublié le R2. Voilà, on va jusque là, et quand j'ai entouré en vert tout à l'heure, j'avais entouré un petit peu loin. C'est comme ça. Pareil, en rouge, j'avais entouré un petit peu loin, j'avais entouré toute la fonction. C'est juste cette partie-là. Et donc, ce que j'avais mis en jaune, je retrouve ici. Mon OH et mon NH2, ils s'accrochent. Je retrouve, je vais mettre une autre couleur, en bleu comme ça, je les retrouve comme ça, plus, je rappelle, du H2O. À gauche, j'ai un N, 2H plus un H, un O, ça fait un NH, plus mon OH en rouge à gauche, et le H qui reste, donc plus le H2O. Donc ça veut dire que ce que je vous ai mis ici comme réaction, j'avais oublié de le dire avant, ce ne sont pas des réactions équilibrées, ce sont des réactions de principe. Et donc on va le noter ici. Ici, ce sont des réactions de principe qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas forcément équilibrées. Une fois que j'ai fait ça, et que j'ai fait ma synthèse, je réalise la réaction de déprotection, c'est-à-dire que mon groupement de protection 1 et mon groupement de protection 2, il faut que je les enlève. Donc je les mets ici en jaune. Mon groupement de protection 1, il faut une réaction pour l'enlever, et mon groupement de protection 2 que j'ai là, il me faut encore une autre réaction pour l'enlever. Donc ça se fait pas en une seule réaction comme j'ai pu le mettre, hein. Ça se fait en deux réactions généralement. Bon, c'est pas quelque chose de très simple, hein. Au moins vous allez pouvoir vous passer la vidéo plusieurs fois, prendre le temps de bien regarder les choses. Je vais juste revenir sur qu'est-ce qui se passerait si je faisais pas la protection. Sans protection, je pourrais avoir... alors la liaison peptidique fait réagir un OH avec le NH2. J'ai fait réagir ce OH là
et ce NH2 là. Si je n'avais pas fait de protection, un NH2, j'en ai un autre ici, et un OH, j'en ai un autre ici. Donc c'est eux qui auraient pu s'accrocher. Et je vais dessiner ce qui se passerait si c'était eux qui s'accrochaient. On va faire un petit exercice supplémentaire. On va essayer de décrire ce qui se passerait si c'était ces deux-là qui s'accrochaient. Je vais mettre ici sans protection. D'autres groupements pourraient réagir. Et on obtiendrait alors les autres groupements qui pourraient réagir, je vais les mettre comme ça. Les autres groupements qui pourraient réagir, tac, je les prends. Je prends cela. Et pour écrire ce qu'on peut obtenir, je vais commencer par recopier le deuxième acide alpha-aminé, le 2, avec ici son NH2, le R2, double liaison O, simple liaison OH, mais je dis que c'est celui-là qui va réagir. Quand il réagit, il forme une liaison peptidique. Je remplace ce OH par un NH. Et c'est là que vient s'accrocher l'autre acide alpha-aminé. Donc je vais écrire maintenant l'acide alpha-aminé 1. Pour l'écrire, il faut que je l'écrive de la gauche vers la droite. C'est donc le NH2 qui est ici, que je retrouve là. Et je continue vers la droite avec mon groupement R1. Et puis le OH qui n'a pas réagi. Plus du H2O, évidemment. L'exercice 2 est un exercice qui vous fera travailler ça sur la synthèse peptidique et les différents produits qu'on pourrait obtenir. Et il y a encore une chose que j'ai pas dit, on pourrait encore obtenir un autre produit parce que vous voyez que chaque acide alpha-aminé possède les deux fonctions NH2 et OH. Donc un acide alpha-aminé peut réagir sur lui-même. Donc je peux avoir, si je prends le premier acide alpha-aminé, le NH2 qui est là, si je le prends une deuxième fois, ce premier acide alpha-aminé, l'autre pareil, pour remplacer le deuxième, je pourrais réagir sur ce OH là du même acide alpha-aminé à côté. Et donc obtenir deux fois cet acide aminé accroché. Donc en tout, ça me fait 4 possibilités. Alors, synthèse peptidique, c'est une synthèse qui est vraiment pas simple parce que ça va pas s'arrêter là. Si vous avez encore ce qu'il faut pour que ça réagisse, il y a d'autres acides aminés qui vont venir encore s'accrocher et ça va continuer. Donc si vous faites ça sans protection, vous allez obtenir plein de produits différents. Et donc c'est de la synthèse qui est vraiment difficile parce que
quand on veut synthétiser des polypeptides ou des protéines particulières, eh ben, vous voyez, ça fait beaucoup de possibilités de réaction. Alors voilà, on a fini avec ce cours. En ce qui concerne les exercices, donc des activités du livre sur la première partie, qui peuvent être assez longues à faire, donc faites-les bien, ça vous fera réviser ce qu'on avait fait au début de l'année en chimie. Et puis à la suite, je vous ai mis quelques exercices. Exercice 1, c'est pareil sur des protocoles. L'exercice 2, synthèse des peptides, ce qu'on vient juste de voir. Et exercice 3, plus simple, sur définition de réactions de chimio-sélective et de protection. La correction des exercices sera disponible sur le NT, dans les documents des groupes. Voilà, j'espère que le cours était suivable. Et on se retrouve vendredi en classe virtuelle. Au revoir.